Bonjour à tous, bienvenue dans cette revue d'actualité de la semaine. Aujourd'hui, encore une fois, on va parler d'adoption, on va parler de rapports, notamment l'un de la Deutsche Bank, très intéressant, qui se projette sur l'utilisation de Bitcoin d'ici 2030. On va parler de whales, ces fameux baleines, les personnes qui ont des gros portefeuilles Bitcoin et qui ne font que se réveiller depuis ces derniers mois. C'est parti. Alors, on démarre par des nouvelles du côté de l'Éthiopie. Donc, l'Éthiopie qui transforme son hydroélectricité en minage de Bitcoin. Faut savoir que l'Éthiopie a construit l'un des plus grands barrages hydroélectriques en Afrique en utilisant le Nil, qui est un fleuve qui est partagé entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Et l'Éthiopie a construit un barrage hydroélectrique sur ce cours d'eau et a exploité l'excédent de cette énergie hydroélectrique afin de miner du Bitcoin. Donc, en tout cas, proposer ces excédents d'électricité aux mineurs de Bitcoin afin de rentabiliser le barrage. C'est une nouvelle qui est très intéressante. Donc, comme on peut le lire ici, l'Éthiopie a converti son excédent d'hydroélectricité en source de revenus concrète grâce au minage de Bitcoin. Le pays produit plus d'électricité que ce que son réseau ne peut absorber, notamment avec le grand barrage de la Renaissance. Donc, ce barrage qui est construit, comme je vous le disais, sur le fleuve Nil. Donc, au lieu de laisser jusqu'à 11% de cette capacité inutilisée, Ethiopian Electric Power, donc l'équivalent d'EDF, vend cet excédent d'énergie aux mineurs de Bitcoin à un prix d'environ 3 ou 4 dollars le kilowattheure, ce qui leur a permis de générer presque 55 millions de dollars de devises étrangères, donc du dollar, euh, en 10 mois. Donc, imaginez un instant pour un pays comme l'Éthiopie ce que ça peut représenter. Donc, on peut lire ici que les revenus du minage soutiennent l'économie. Donc, les revenus issus de ces accords ont un impact tangible sur l'économie. Les mineurs payent en dollars, ce qui accélère la volonté du gouvernement à généraliser l'accès à l'électricité. Et dans le même temps, les sociétés minières internationales s'installent localement. Elles créent des emplois, elles transmettent les compétences techniques. La plupart des opportunités apparaissent autour d'Addis Abeba et s'étendent aussi dans les zones rurales. Donc, on a la combinaison entre hydroélectricité et revenus du Bitcoin soutient clairement à la fois les objectifs économiques et sociaux. Donc, en tout cas, ce qu'on peut retenir de l'histoire de l'Éthiopie, c'est qu'ils ont réussi à générer des revenus immédiatement, sans investissement initial. Enfin, il y a l'investissement bien évidemment du barrage hydroélectrique, mais ils n'ont pas dû créer en fait des sources de consommation supplémentaires parce que le temps que la population elle-même puisse consommer cette électricité, eh bien au lieu de qu'elle soit perdue, elle est vendue aux mineurs de Bitcoin, ce qui permet au pays de générer de l'argent et d'investir encore plus dans l'extension de son réseau électrique. Donc c'est gagnant-gagnant. D'autres pays souhaitent emboîter le pas. C'est le cas du Laos, donc ils misent sur le Bitcoin pour rentabiliser ses barrages. Le Laos, c'est un pays où il y a beaucoup de cours d'eau. Et donc, ils sont pris, comme on peut lire dans l'article ici de Cryptost, pris dans l'étau de la dette et d'une surproduction d'électricité. Le Laos cherche aujourd'hui à rentabiliser ses barrages hydroélectriques en se lançant dans le minage de crypto-monnaies. Choisir le minage de Bitcoin peut-il réellement valoriser les excédents énergétiques devenus un fardeau? Donc, effectivement, un réseau électrique, ça ne s'allume pas et s'éteint pas comme ça. Lorsqu'il est designé pour produire dans un certain volume d'électricité, eh bien, c'est de l'énergie gaspillée si elle n'est pas consommée parce qu'ils sont souvent en pleine capacité. Pour les faire tourner justement en pleine capacité, les mineurs de Bitcoin vont venir consommer cette énergie excédentaire et c'est le modèle qu'a mis en place l'Éthiopie. Et ce qu'on peut lire ici, c'est que le Laos veut aussi suivre ce modèle. Donc justement, Crypto, ce qui indiquait sur Instagram, le Laos prévoit d'utiliser le minage de Bitcoin pour transformer ses surplus d'hydroélectricité en revenus. Objectif, monétiser son énergie excédentaire et faire face à l'augmentation de sa dette. Une stratégie qui illustre comment certains pays misent sur les crypto-monnaies pour renforcer leur économie. Donc, on a de plus en plus de pays qui se lancent là-dedans. Je vous le partage très souvent sur cette chaîne dans l'actualité parce que c'est aussi quelque chose à suivre quand on s'intéresse au Bitcoin, quand on veut investir dans le Bitcoin, de voir un peu les acteurs qui investissent au moins à minima dans la sécurisation du réseau, parce qu'au final, être mineur de Bitcoin, c'est sécuriser le réseau, et on se rend compte qu'il y a de plus en plus d'États, il y a de plus en plus d'entreprises qui se lancent non seulement dans l'achat de Bitcoin, donc la monnaie qui circule sur ce réseau, mais également en fait dans la sécurisation du réseau, donc à travers le minage, parce que c'est vraiment quelque chose qui permet de valoriser les surplus électriques et justement de générer du revenu d'un surplus qui aurait été perdu de toute façon. Donc pas mal de pays en fait s'y mettent. Je citais récemment le cas du Bhoutan qui ont miné et aujourd'hui ça représente presque 40% de leur PIB et on a là le Laos qui veut aussi se lancer dans ce sujet-là pour valoriser les excédents d'électricité. Donc il y a pas mal de pays qui s'élancent dans ce sujet-là.
Et c'est très intéressant pour la sécurité du Bitcoin parce que ça veut dire que sa sécurité devient de plus en plus décentralisée. On n'a pas en fait des fermes de minage qui sont concentrées que aux États-Unis ou au Kazakhstan ou dans certains pays. On voit que là, on va dire la répartition des mineurs de Bitcoin, elle devient de plus en plus décentralisée parce qu'il y a de plus en plus de pays qui ont compris qu'ils pouvaient eux aussi générer des revenus grâce à cette activité qui est, soit dit en passant, une activité industrielle comme une autre. Donc, ça me faisait rire le commentaire qui était indiqué ici. En France, le potentiel avec l'excédent nucléaire, on serait rentable. À quand un tel projet? Bonne question. En tout cas, on espère que la France aussi sera un des pays dans les années à venir qui pourra miner du Bitcoin avec les excédents d'énergie nucléaire. Donc, en parlant d'adoption, eh bien, je voulais partager aussi cette actualité avec vous. Donc, Binance Pay s'est associé avec une entreprise de paiement locale pour permettre à 31 000 commerçants en Afrique du Sud d'accepter les paiements en Bitcoin. Vous le savez très bien, le sujet des paiements, c'est mon sujet favori. C'est sur ce sujet bien précis que j'accompagne mes clients, donc qui peuvent être des entreprises, des entrepreneurs ou des magasins. Et donc, en Afrique du Sud, 31 000 commerçants acceptent maintenant les paiements en Bitcoin. Il y a eu une initiative de cette ampleur, enfin pas de cette ampleur, mais en tout cas avec assez massive à Cannes, où Cannes s'est associé avec Lizzy et Binance Pay pour enabler pas mal de commerçants de la ville pour leur permettre d'accepter les paiements en crypto-monnaie. Donc, les villes aussi, les pays peuvent s'y mettre et permettre en fait comme ça aux commerçants via des projets d'accompagnement en fait groupés d'accepter les paiements en crypto-monnaie parce que moi je me rends compte sur le terrain que c'est assez difficile pour un commerçant tout seul de prendre la décision parce qu'il est freiné par beaucoup de choses. Souvent par sa banque qui lui dit que c'est pas sûr d'accepter les paiements en crypto, souvent par son comptable. J'ai eu le cas en fait dernièrement et je l'ai partagé sur un post LinkedIn où c'est carrément le comptable en fait qui a indiqué aux commerçants que c'était dangereux d'accepter les paiements en crypto-monnaie et surtout que c'était très compliqué au niveau comptable alors que ça ne l'est pas du tout. Il y a deux cas de figure à prendre en compte et je l'ai expliqué dans le post LinkedIn en fait que j'ai partagé, dont je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Donc pour revenir à l'actualité, donc 31 000 commerces qui acceptent les paiements en Bitcoin en Afrique du Sud. Donc c'est vraiment une avancée aussi majeure parce que de plus en plus on va avoir comme ça des commerçants qui vont accepter les paiements en Bitcoin, les paiements en stablecoin et ça va devenir un mode de paiement qui va se démocratiser. Donc, en termes d'adoption, je voulais partager avec vous un documentaire que j'ai trouvé très intéressant. Donc, cette fois, c'est au Kenya. Donc, c'est un reportage de Joey Nakamoto, donc qui s'est promené dans les rues de Kibera, qui est l'un des plus grands bidonvilles en Afrique, où les gens utilisent du Bitcoin au quotidien pour échanger des biens et services. Donc, pourquoi c'est intéressant cette nouvelle-là, en fait, qu'on s'intéresse au Bitcoin ou aux crypto-monnaies de façon générale, c'est que en Afrique, il y a vraiment une adoption de l'utilisation de Bitcoin et des crypto-monnaies, notamment des stablecoins, dans les transactions quotidiennes. Donc, ça devient un mode de paiement concret, un mode de paiement alternatif dans les pays africains. Là, on voit dans l'actualité précédente, je vous avais partagé le cas du Nigeria, où les stablecoins sont devenus carrément une réserve de valeur tellement le naira s'est dévalué en fait en très peu de temps. Et donc, dans des endroits comme Kibera, en fait, Bitcoin, ça permet d'échanger, on va dire, d'accéder, en fait, à de la monnaie sans pour autant être limité par la création d'un compte bancaire qui peut être compliqué pour ce type de population parce que ça demande soit d'avoir, en fait, un certain déjà capital, parce que les gens n'ont pas. Donc, pour commencer déjà à vendre des produits et services, si tu n'as pas de compte bancaire pour pouvoir encaisser, c'est compliqué. Et tu veux pouvoir peut-être encaisser par divers modes de paiement, pas forcément le cash. Et donc, Bitcoin devient une solution pour encaisser, pour échanger des biens et services, et surtout que c'est une monnaie qui est plus forte que la monnaie locale, eh bien c'est intéressant pour augmenter le pouvoir d'achat des populations. Donc je vous invite à regarder le documentaire de Joe Nakamoto où il explique très bien, en tout cas il discute avec des commerçants, des gens qui dans la vie de tous les jours utilisent Bitcoin pour échanger des biens et services, pour épargner tout simplement parce que tu vends quelque chose, tu peux utiliser une partie en fait pour vivre et l'autre partie pour épargner et c'est bien que ça soit fait dans une monnaie telle que Bitcoin parce que pour eux ça permet vraiment de conserver le pouvoir d'achat étant donné que Bitcoin est une monnaie plus forte que leur monnaie locale. Donc en tout cas très intéressant comme reportage et je vous invite à le suivre si vous l'avez pas déjà vu. D'autres entreprises ont bien compris. Et juste pour revenir sur l'histoire de l'Afrique, c'est que on voit que il y a un déclin démographique un peu partout, sauf en fait sur le continent. Donc c'est une zone en fait où en tout cas, tout produit qui marche bien en Afrique a un grand avenir parce que là-bas, la population, en fait, elle croît, en tout cas, elle est jeune et dynamique. Donc, les gens aussi ont compris que Bitcoin était là pour rester parce que Bitcoin a trouvé aussi un marché, entre guillemets, sur le continent africain, idem pour les stablecoins. Et des entreprises, en fait, aux États-Unis commencent à bien comprendre ce sujet, à se lancer là-dedans. Et je vous le partage, en fait, très souvent sur cette chaîne. On a des Google, on a des PayPal, on a des Stripe,
on a des Amazon qui investissent aussi dans ce domaine des paiements en crypto-monnaie, qui investissent aussi dans dans la réflexion autour des stablecoins. Et cette fois, c'est à Google d'annoncer un partenariat avec Coinbase pour commencer l'acceptation des paiements en crypto, non pas entre individus, mais entre IA. Donc là, c'est un élément qui est très intéressant. Ce qu'on peut lire ici, c'est que Google a annoncé un partenariat avec Coinbase et la fondation Ethereum pour sortir un nouveau protocole open source appelé AP2, qui va permettre les applications IA en fait de gérer les paiements en stablecoin. Donc ça, c'est assez fort quand même. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller de plus en plus dans un monde où l'intelligence artificielle prend de la place. On parle d'un univers aussi agentique, c'est-à-dire un univers où on a des agents IA en fait qui vont pouvoir interagir entre eux pour effectuer des tâches complexes. Donc ça peut aller jusqu'à la réservation de billets d'avion en anticipant en fait certains déplacements, jusqu'à réserver en fait l'hôtel, réserver les déplacements touristiques, etc., etc. Donc on parle vraiment de tâches qui sont plus ou moins complexes, qui aujourd'hui en fait restent toujours faites un peu à la mano, à la main par des humains. Donc demain, dans un monde où les intelligences artificielles doivent se parler entre elles et pouvoir faire des commandes, actionner des paiements de gauche à droite, quel est l'argent qui circule bien sur Internet? Quel est l'argent qui est né sur Internet et qui fonctionne avec les mêmes codes d'Internet? Eh bien, ce sont les crypto-monnaies, c'est Bitcoin, ce sont les stablecoins. Donc, dans les années qui vont venir, effectivement, les stablecoins et Bitcoin vont pouvoir servir aussi cette économie autour de l'intelligence artificielle qui se développe. Et donc, ce sont des technologies qui sont là pour rester, qui sont là pour marquer en fait notre futur d'une empreinte, je pense, très très forte. Et des entreprises comme Google l'ont compris et travaillent aujourd'hui à mettre en place les protocoles qui vont permettre à toutes ces choses de s'effectuer dans les années à venir. Donc, Bitcoin, en tout cas le domaine des crypto-monnaies, Bitcoin, les stablecoins, c'est pas juste de la spéculation, mais ce sont des technologies en fait du futur qui vont vraiment impacter la façon dont l'humain devient productif parce que elles vont permettre aux intelligences artificielles d'aller un peu plus loin parce que c'est pas avec le système bancaire qu'on a actuellement que deux intelligences artificielles vont pouvoir s'échanger de l'argent. Ça ne peut se faire que sur une technologie telle que Bitcoin ou une technologie telle que les stablecoins, mais en aucun cas via un compte bancaire en fait comme on a aujourd'hui. Donc en tout cas affaire à suivre. Et quand on combine à ça la rareté de Bitcoin, donc ça c'est un rapport de Fidelity, donc je vais vous en partager deux de rapports aujourd'hui dans cette revue d'actualité. La première, c'est un rapport en fait de Fidelity qui indique que 42% de l'offre de Bitcoin pourrait devenir illiquide d'ici 2032. Qu'est-ce que ça veut dire illiquide? Ça veut dire que Bitcoin se raréfie tout simplement. Donc il faut savoir que Bitcoin, dans son code informatique, donc le code qui permet au protocole Bitcoin de fonctionner, eh bien, il y a une variable dedans qui limite la quantité de Bitcoin émis à 21 millions d'unités. Et donc, c'est un paramètre, hein, donc c'est un paramètre qui peut se changer hein, si les gens veulent, si les personnes qui participent à l'écriture et à la maintenance du code veulent. Mais aujourd'hui, c'est quasiment impossible parce que c'est sur cette variable des 21 millions que repose en fait une partie de la confiance que les gens ont au réseau Bitcoin. Donc aujourd'hui, en fait, les 21 millions pour moi, c'est indiscutable. C'est quelque chose que jamais la communauté Bitcoin ne pourra faire évoluer parce que le socle de Bitcoin, le socle de la confiance en fait qu'on peut avoir dans le réseau Bitcoin repose sur cette limitation en fait de l'émission monétaire. En plus de ça, en fait, le nombre de bitcoins émis diminue avec le temps. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on a à peu près 3,25 bitcoins qui sont émis toutes les 10 minutes. Bon, là, on est en 2025. En 2028, ce nombre sera divisé par deux. Donc, plus le temps passe, plus le nombre de bitcoins émis baisse. Et en plus, on tend vers cette limite en fait des 21 millions qui sera atteinte en tout cas en 2141. Donc, en tout cas, Bitcoin c'est un actif qui se raréfie et sa rareté en fait va augmenter d'ici 2032 selon Fidelity, qui indique que voilà, plus de 8, plus de 8 millions de bitcoins pourraient devenir illiquides d'ici 2032 et que ça représenterait 42% de l'offre. Donc, dans ce rapport publié le 15 septembre 2025, le géant de la gestion des actifs Fidelity s'est intéressé à la rareté de Bitcoin et plus particulièrement à l'ensemble des Bitcoins qui sont considérés comme illiquides. Ainsi, selon des données compilées par Fidelity Digital Asset, 42% de l'offre techniquement en circulation de Bitcoin, soit 8 millions de Bitcoin, environ 960 milliards de dollars, pourraient devenir illiquides d'ici à 2032. Dans son rapport, le titan financier de Wall Street a indiqué deux groupes d'investisseurs qui pourraient mener à une telle offre illiquide. Donc ça veut dire comme Bitcoin devient rare, les gens qui ont du Bitcoin auront tendance à le thésauriser, c'est-à-dire à le garder, et ce qui fait que Bitcoin va moins circuler. Donc d'un côté, on a les hodlers, donc les détenteurs de Bitcoin à long terme, qui comprend aussi des Bitcoins perdus bloqués à jamais, et de l'autre côté, des entreprises cotées en bourse détenant au moins 1000 Bitcoins. Donc ça, c'est les fameuses Bitcoin Treasury Company.
Donc, il s'avère que déjà, depuis fin 2024, début 2025, l'offre liquide a diminué. Donc, il y a moins de bitcoins qui circulent avec ces deux gros investisseurs qui verrouillent des bitcoins. Heureusement qu'il y a des gens à qui bras qui acceptent les paiements en bitcoin. Donc, bitcoin peut tourner aussi dans l'économie. Mais en tout cas, selon ce rapport, en tout cas, une grosse partie des bitcoins en circulation, donc 42%, pourraient être illiquides à cause des personnes qui gardent bitcoin sur le long terme et de ceux qui le thésaurisent aussi au sein de leur compagnie. Et tout ça, l'impact que ça a, c'est que ça va faire une augmentation du prix parce que l'actif devient, bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, mais c'est une réalité en fait sur la circulation de Bitcoin qui devient de plus en plus rare. Donc, effectivement, on a aussi une appréciation du cours. Une autre étude que je voulais partager avec vous sur la projection, en tout cas sur Bitcoin dans les années qui viennent, c'est une étude de la Deutsche Bank qui indique que Bitcoin et l'or pourraient être des actifs alternatifs au dollar dans les réserves des banques. Donc, on va un peu parcourir en fait ce rapport, donc qui est signé par deux économistes de la Deutsche Bank, qui indiquent que Bitcoin c'est le futur en fait des réserves des banques centrales. Donc, premier point, c'est que l'or et Bitcoin sont complémentaires dans la diversification des portfolios des banques centrales. Donc, que les deux offrent une corrélation très très faible par rapport aux autres actifs qu'on peut avoir dans les portfolios de ce type d'institutions et qu'elles représentent aussi un hedge, donc une protection contre l'inflation et les incertitudes géopolitiques. Donc ça, c'est un élément qui est très intéressant. Ça veut dire que Bitcoin se classe aux côtés de l'or, qui est un actif en tout cas respecté, un actif institutionnel carrément. Et donc, le rapport indiquait que d'ici à 2030, la volatilité de Bitcoin qui tend à baisser va faire que c'est un actif qui va rentrer de plus en plus dans les réserves des différentes banques centrales. Donc, il indique ici aussi, et je vous l'avais partagé lors de la revue précédente, que des statistiques montrent bien que la volatilité de Bitcoin, au fur et à mesure que le temps passe, tend à en tout cas à se calmer, en tout cas à baisser. Donc c'est ce que indique le rapport. Ils indiquent également en fait que d'ici à 2030, on pourrait voir l'or qui maintient sa position de leader bien évidemment dans les réserves officielles et que le Bitcoin serait aux côtés de l'or comme une alternative au dollar. Donc en tout cas, affaire à suivre, mais ça montre encore une fois que l'adoption de Bitcoin elle est en cours tant sur le côté paiement à travers ce que je vous ai montré les différentes actualités que j'ai partagées précédemment, tant sur le niveau actif de confiance qu'on peut utiliser comme réserve de valeur, donc comme on le voit dans le rapport ici de la Deutsche Bank, mais également aussi comme activité industrielle, comme je vous ai partagé au début avec l'Éthiopie et le Laos, qui vendent des surplus électriques aux mineurs de Bitcoin pour pouvoir se générer comme ça des devises étrangères. Donc, vraiment tous ces indices, sans aller dans le conseil en investissement, montrent que Bitcoin est en train de plus en plus de devenir un actif de réserve, un actif sur lequel on pourra compter dans les années à venir et bien évidemment aussi les différentes recherches des entreprises comme Google qui étudie en fait, on va dire ce réseau pour les paiements au niveau entre les intelligences artificielles. Donc, en tout cas, quand on se met dans le domaine du Bitcoin, faut le faire sur le long terme. Ça, j'arrête pas de le répéter aussi souvent sur cette chaîne. Donc, deux histoires que je vais vous partager qui illustrent cela. Donc, c'est une nouvelle whale, donc une baleine dans le domaine du Bitcoin. En fait, c'est une personne qui a un gros portefeuille Bitcoin. On parle de plus de 1000 Bitcoins. Souvent, ça peut aller à 10 000 Bitcoins parce que c'est des gens qui ont acheté du Bitcoin quand ça valait rien du tout et qui ont attendu longtemps sans jamais y toucher. Et c'est là vraiment qu'on peut, on va dire, faire ce qu'on appelle des fortunes générationnelles. C'est là vraiment qu'on peut changer sa vie avec Bitcoin lorsqu'on en achète et qu'on attend sur le temps long, entre 4-5 ans. Donc là, on parle ici de quelqu'un qui a attendu 10 années d'immobilité sans toucher à rien, sans écouter tous les bruits de tous les gens qui vous disent tous les matins que Bitcoin va aller à zéro, que Bitcoin c'est un Ponzi, que Bitcoin c'est ceci, Bitcoin c'est cela, ça pollue, ça machin. Une personne a gardé ses Bitcoins pendant 10 ans. Il y avait aussi en fait une histoire d'une personne qui les avait gardés même pendant 14 ans et qui les a transférés bien évidemment pour les vendre. Mais là, on parle des gens qui ont une patience vraiment incroyable et qui ont fait un investissement qui va carrément changer leur vie. Au bout de 10 ans, c'est rien du tout. Donc, la whale a transféré 10 000 bitcoins, soit plus de 17 millions de dollars. Donc, il y a 10 ans, on était en 2015, Bitcoin, ça valait moins de 100 dollars, même moins de 50 dollars, je crois, l'unité. Et donc, quelqu'un en a acheté un paquet et a juste attendu longtemps pour pouvoir les dépenser aujourd'hui. Et c'est une fortune générationnelle que la personne a fait. Donc, en tout cas, cette nouvelle whale se réveille et transfère des BTC
de nombreux portefeuilles dormants se sont réveillés au cours de l'été, alors que le cours du Bitcoin a atteint de nouveaux records. Et la tendance n'est pas finie. Sinon, on croit le nouveau transfert d'un portefeuille inactif depuis 10 ans. Donc là, on a comme ça des whales, comme on les appelle, qui se réveillent après 10-12 ans d'inactivité et qui décident de bouger leurs actifs, soit pour les vendre, soit peut-être pour les sécuriser. Mais en tout cas, ce qu'on peut noter, c'est que quand on veut faire vraiment investir en Bitcoin pour préparer sa retraite ou pour se protéger de l'inflation, il faut le faire sur le temps long parce que la courbe de Bitcoin, comme on peut le voir ici, ça monte, ça descend. Mais l'essentiel, en fait, c'est ce qui se passe sur vraiment 50, 10 ans, c'est qu'on est toujours en bénéfice. Une autre histoire, c'est celle cette fois d'un basketteur. On dit souvent que le meilleur trader, c'est celui qui perd son mot de passe. En tout cas, cette histoire, elle le confirme. Donc, Kevin Durant, en fait, qui est un basketteur de la NBA, qui avait investi dans le Bitcoin dans les années 2014-2016 et qui avait son compte était bloqué. Son compte Coinbase était bloqué pendant une dizaine d'années. Donc, vous imaginez 2014, le Bitcoin, ça valait rien du tout. Et j'avais lu dans un autre article, pas celui-là, qu'il avait fait 195, il avait fait fois 195 sur sa mise initiale. Donc, imaginez-vous un instant une telle plus-value, c'est quand même énorme. Et j'imagine que Kevin Durant, il n'avait pas forcément besoin de cet argent, mais le fait qu'il ait perdu son accès, c'est ce qui a fait qu'au final, il a attendu aussi longtemps, ou pas, peut-être, il aurait été patient. Mais beaucoup de personnes, en fait, quand les prix du Bitcoin, ils montent, ils baissent, l'auraient vendu. Mais vraiment, ceux qui attendent sur le temps long, eh bien, c'est ceux qui font vraiment des fortunes générationnelles grâce à cet actif qui est assez incroyable. Pour autant, il y a toujours des arnaques, même si on peut se dire, investir en Bitcoin, au final, c'est simple. T'achètes du Bitcoin et t'attends longtemps. Et bien, il y a toujours des gens, malheureusement, qui se font avoir. Des gens, en fait, par l'appât du gain. Donc, des gens qui viennent leur voir en leur disant, oui, moi, grâce au Bitcoin, je vais vous promettre un rendement de je ne sais combien de pourcents dans un temps court. Et les gens, ils courent là-dessus, ils y vont. Et ils se font avoir parce que les gens profitent toujours du fait que Bitcoin peut être assez complexe à appréhender, que les gens ne comprennent pas toujours Bitcoin, que les gens ne prennent même pas le temps, en fait, d'étudier Bitcoin. Ils sont tous omnibulés en fait par les gains qu'il peut faire. Donc les gens profitent de leur naïveté pour leur vendre n'importe quoi. Et voilà une personne en fait qui a vendu un Ponzi. Encore red flag, je vous garantis, machin. Regardez, ça ne fait que monter. Tout ce genre de baratin. Et au final, les gens se disent mais Bitcoin c'est une arnaque, alors qu'au final non. Au final, c'est des gens qui profitent de la naïveté des gens pour leur vendre n'importe quoi qui n'a rien à voir avec Bitcoin et créer des Ponzi et surtout arnaquer les personnes et les dégoûter à vie en fait de Bitcoin et des crypto-monnaies. Donc en tout cas, faites très très attention à ce genre de choses. Souvent, il y a des personnes, excusez-moi, mais je prêche pour ma paroisse, qui refusent en fait de prendre des accompagnements peut-être à 100 euros de l'heure, alors qu'ils veulent investir des grosses sommes en fait en Bitcoin. 100 euros ou 200 euros de l'heure, ça peut enfin 100 euros de l'heure, soit par exemple 2 ou 3 heures en fait d'accompagnement, ça peut vous éviter de vous faire avoir. Et en réalité, en fait, quand on veut investir dans le Bitcoin, il faut pas chercher des résultats garantis ni des rendements en fait rapides. C'est un actif qui se garde sur le temps long. Donc, je vous ai montré 2 exemples en fait tout à l'heure sur 10 ans, 15 ans, comme certaines personnes, et c'est là qu'on fait de l'argent avec. Donc, c'est quelque chose qu'il faut acheter un peu tous les mois, être dans une phase d'accumulation en fait de Bitcoin, en garder un peu tous les mois et avoir un horizon de temps long, sans regarder son portefeuille tous les jours, sans paniquer parce que ça a baissé, sans paniquer parce que ça a été interdit dans tel ou tel pays, mais en restant en fait convaincu que c'est un actif qui va se valoriser à travers le temps parce qu'il y a des usages de Bitcoin. Il y a des gens qui utilisent Bitcoin, il y a des usages industriels de Bitcoin, il y a des usages financiers tous les jours, monétaires, il y a des usages d'investissement autour de Bitcoin. Donc c'est un actif qui est là pour rester. Donc c'est un actif qui est solide. Donc les baisses ponctuelles sont là pour être rachetés tout simplement, sont des points d'entrée, sont des opportunités pour acheter un peu plus de Bitcoin et non des opportunités de paniquer, de tout vendre et de se précipiter et de chercher en fait du gain rapide en allant tomber sur des Ponzi en fait comme celui-ci. Désolé, je digresse, mais c'est un peu un sujet qui on va dire, qui me saoule un peu parce que à chaque fois on entend oui il y a eu telle arnaque, mais c'est juste parce que les gens prennent même pas le temps de s'informer. Et quand tu veux leur parler de Bitcoin, en fait leur expliquer ce que c'est, ils te disent c'est trop compliqué pour moi, j'ai pas le temps de t'écouter. Par contre en fait quand un arnaqueur vient leur vendre un Ponzi à base de Bitcoin sur lequel ils peuvent gagner 200, 300% en fait en quelques mois, ils courent et au final ils se font avoir. C'est vraiment malheureux. Pour finir sur une touche un peu plus légère, une statue géante de Trump avec Bitcoin a été placée à Washington. Bon, ça, je ne sais pas comment il faut l'interpréter. C'est peut-être mauvais signe. Ça veut peut-être dire que le cours du Bitcoin va cracher dans les prochains mois et qu'il faut s'apprêter à subir encore une baisse très forte. Mais en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est que le président, en tout cas la personne qui est aujourd'hui à la Maison Blanche, est une personne pro-Bitcoin. L'administration Trump, elle est pro-Bitcoin, pro-crypto.
On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais en tout cas, tout ça n'est pas vraiment important. Ce qui est important, c'est que c'est un actif solide et peu importe les gouvernements qui vont arriver, les politiques qui vont faire leur danse du ventre en fait autour du Bitcoin, ça va rien changer en fait à long terme. À long terme, c'est que Bitcoin s'apprécie avec le temps. Bitcoin est solide, la sécurité de Bitcoin augmente, il y a de plus en plus de gens qui l'utilisent et qui commencent à comprendre que c'est un actif qui permet de se protéger contre l'inflation et c'est ça qui est intéressant. Donc c'est ça qui va faire que cet actif va prendre de la valeur. C'est pas tout ce que les présidents vont faire. Ça peut avoir un impact à court terme, mais sur le long terme, c'est vraiment l'adoption qui va faire que Bitcoin va rester là à travers le temps et les usages aussi qui vont faire que cet actif va se valoriser à travers le temps. C'était Elodie, on se retrouve la semaine prochaine.